Bienvenue pour ce troisième épisode de Talkies. On est toujours à Sono West. Est-ce que vous avez envie de vous présenter en règle générale? Je peux présenter, mais... Moi, Catherine Ruet, je suis attachée de presse. Voilà, ça fait 6 ans que je fais ça à Rennes. Je suis aussi à la radio, à Canal B, tous les mercredis. Ok. Pour l'émission Purple Rennes, où on parle de la scène rennaise. Donc avec le petit Rennais, on a un petit point commun quand même. Moi, c'est Colin Gouelaine Duvivier, batteur, musicien, chanteur de Moondrag et de plusieurs autres groupes en Bretagne. Donc j'habite à Rennes, je suis musicien professionnel depuis déjà une année. Ça fait déjà une bonne dizaine d'années maintenant que j'exerce cette activité musicien sur le territoire breton, quoi. D'accord. C'est à quel moment que vous avez réellement eu ce petit déclic en vous dire, bah voilà, moi maintenant c'est cette activité que j'ai envie de faire? Surtout la relation presse, parce que c'est un métier au final qu'on voit pas au début comme quelque chose, on va dire, de formel. Comment t'en arrivais à te dire, bah voilà, moi personnellement, c'est la relation presse que j'ai envie de faire? En fait, ça faisait 15 ans que je faisais des sites internet dans une boîte. Donc déjà, la première étape, ça a été de me dire que j'en avais marre de faire ça. Et que c'était un métier où finalement on travaillait entre nous dans une super équipe. Je m'entendais très bien avec eux, mais il n'y avait pas beaucoup de relations extérieures. Donc c'était quelque chose qui me manquait énormément et j'ai voulu aller vers la musique déjà parce que c'était quelque chose qui me plaisait vraiment. Enfin, je passais mes soirées en concert et parce que je me disais qu'il y aurait peut-être plus de réseaux, de rencontres. Et effectivement, ça fait maintenant 6 ans que je fais ça. J'ai jamais autant rencontré de monde. Ouais. Et la relation presse, parce que j'avais fait des études en communication avant. Donc ça se rejoignait. Et finalement, je me disais que c'était une façon d'intégrer le milieu musical. Et après, clairement, Rennes, c'est une ville idéale pour démarrer dans ce métier, puisqu'il y a tellement de groupes que voilà, j'ai démarré avec des groupes rennais à la base. Et c'est allé assez vite, en fait. Donc vraiment, le déclic, il a été déjà de me dire... j'en ai marre de ce métier où je suis toujours derrière un ordinateur. J'ai envie d'un métier avec plus de relations, plus de réseaux, plus de rencontres. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, tout simplement. Moi, j'ai l'impression que c'est un truc dans l'air du temps, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à avoir ce déclic en se dire, bah, j'ai plus envie d'être devant un bureau et j'ai envie d'être en contact avec des gens et donner du sens à mon boulot. Et c'est là où je veux rebondir par rapport à toi. Comment t'en es arrivé, du coup, à te dire, toi aussi, voilà, je veux être musicien, c'est ce qui crée un peu le feu en moi. Ouais. Le feu, Johnny. Je vois ce que tu veux dire. Moi, ça fait depuis du coup vachement longtemps que je fais de la musique. Toujours été entouré par plein de musiciens et mes parents étaient musiciens. Mon frère fait de la musique, j'ai mon groupe avec lui. Donc ça vient avec le temps. Au début, tu es dans ton coin, tu travailles ton instrument tout seul dans ta cave, dans ton grenier, dans ta chambre, tu écoutes de la musique, tu t'enfermes, tu rencontres des gens, tu montes un groupe. Et puis petit à petit, tu te rends compte que même si tu fais des études et ça, tu as toujours ce truc-là en plus qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément. Comme une chance, tu vois, c'est une passion qui après devient avec le temps, qui peut devenir un métier. Et donc du coup, moi j'ai commencé comme ça, toujours été entouré de plein de musiciens et tout ça. Et donc le jour où je me suis dit vraiment, faut que je fasse ça comme métier, il n'y a pas vraiment eu de jour en fait. Il n'y a pas eu un déclic à un moment tu avais un job alimentaire à côté. Ouais. Et à côté, tu pratiquais du coup ton instrument, tu avais quelques concerts, c'est ça? Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où, par exemple, tu as été approché par un agent ou de la relation presse qui t'a dit, voilà, vous, ce que vous faites, ça déboîte et j'ai envie de porter le projet, parce qu'on le porte ensemble, c'est des choses qui sont collectives aussi. C'est clair, en fait, j'ai été poussé par tout mon entourage, tous les gens qui m'ont dit, voilà, vas-y, lance-toi. J'ai fait, d'accord, très bien, je me lance. Puis après, il faut se dire qu'il y a aussi ça, en France, tu as le statut intermittent qui permet de devenir vraiment professionnel. Il n'y a pas que ça, il y a aussi auto-entrepreneur et tout ça. Moi, j'ai réussi avec tous les concerts, toutes les résidences et tout ça que j'ai pu faire les dernières années, vraiment pouvoir devenir professionnel grâce à ça. On revient par rapport au sens, par rapport à ça. Tout à l'heure, c'est intéressant, tu parlais de Rennes. Est-ce que vous pensez que c'est sur Rennes où on peut vraiment avoir ce genre de pratique, ou on peut faire ça dans n'importe quelle ville Est-ce qu'il y a une exception culturelle Après, clairement, Rennes, il y a quelque chose par rapport à d'autres villes, je trouve. Où, si je prends l'exemple du festival I'm From Rennes, je travaille avec eux aussi. C'est la 10e édition. Ça fait quand même 10 ans qu'on programme que des groupes rennais, tous les ans, une 50aine. Je pense pas qu'il y ait d'autres villes en France qui puissent faire ça, déjà rien que ça. L'émission que je fais à Canal B tous les mercredis, qui s'appelle Purple Rennes, c'est sur la scène rennaise. On en a la 200e. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans qu'on reçoit des groupes et il n'y a jamais de moment où on se dit « Ah là là, mais là, on n'a personne comme invité, comment on fait ?»
il se passe vraiment toujours plein de choses. Et j'ai pas l'impression que ça meurt, en fait. J'ai l'impression il qu'il y a toujours un flambeau, un flambeau qui se donne. Ouais, c'est vrai que depuis... moi, j'ai toujours entendu, depuis que je suis à Rennes, j'entends toujours parler de cette scène rennaise depuis les années 90, depuis les Marquis, Étienne Dao et tout ça, qui est lié du coup au Festival I'm From Rennes, les transmusicales. Il y a toujours eu une effervescence d'artistes comme ça qui se retrouvent à Rennes. Et donc ça, c'est vraiment incroyable. Il y a plein d'endroits à Rennes où on peut faire des jams, des jam sessions entre musiciens, plein de scènes qui peuvent accueillir des musiciens en résidence, des endroits où répéter. Ça. Donc il y a pas mal d'opportunités en tant que musicien à Rennes. Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Après, c'est très vaste la musique et vous faites plutôt de la musique. Enfin, tu t'occupes du coup de groupes qui sont plus rock, on va dire. C'est ça. C'est ça. Tu me dis. En gros. Est-ce qu'on est toujours dans cette imaginaire de Rennes est une ville rock ou pour vous ça a évolué C'est une ville rock, mais c'est quand même une ville qui évolue maintenant sur vraiment. Il y a quand même plusieurs scènes, quoi. Il y a une scène jazz, il y a une scène électro, il y a une scène hip-hop. Elles sont toutes là, les scènes, je trouve. C'est beaucoup plus représentatif qu'il y a quelques années où c'était clairement rock et basta, en fait. Et maintenant, il y a vraiment de tout, je trouve. Et moi, je découvre encore maintenant la scène jazz que je ne connais absolument pas. Voilà. Il y a une très belle scène jazz. Ouais, complètement. Et on a reçu Sarah Trio il y a 3 semaines dans l'émission. Bon, j'ai découvert la scène jazz rennaise où vraiment il se passe beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas parce qu'on a des fois un milieu qu'on fréquente plus que d'autres. Enfin, moi, c'est clairement le milieu rock'n'roll. Donc là, je connais la scène rock, je connais les lieux, etc. Mais il y a ces autres scènes qu'on ne connaît pas forcément beaucoup. Et après, voilà, moi, dans mon métier, je suis arrivée à défendre beaucoup plus d'albums rock parce que c'est ça que j'écoute, ça que j'aime. Ouais. Et du coup, derrière, je me dis c'est quand même plus facile à défendre quand c'est dans un domaine qui te parle beaucoup plus, en fait. Moi, je trouve que le milieu de la musique, c'est aussi un milieu qui est, on va dire, un peu scripté. Tout à l'heure, tu as parlé de tourneur, de booker. Il y a peut-être des personnes qui ne savent pas ce que c'est ce style de travail aussi, tu vois, parce que c'est aussi beaucoup dans l'informel. Et je voulais rebondir par rapport à ça. Ça consiste en quoi, en fait, la relation presse ? C'est quoi le travail de quelqu'un qui gère la relation presse ? On va prendre l'exemple d'un groupe qui sort un album. C'est quand même 80% de mon métier, c'est ça, c'est pour une sortie d'album. Ça va être de travailler ensemble sur plusieurs mois, comment on travaille la sortie de l'album pour que la presse parle de cet album, en fait. Qu'il y ait des chroniques dans les journaux, sur les webzines, que ce soit diffusé à la radio, qu'il y ait des interviews. Enfin, c'est toutes ces choses-là qu'on met en place ensemble. Et on voit ensemble aussi si on peut faire de la promotion sur des clips en amont pour commencer à faire parler, voilà, en donnant des dates de sortie d'album, etc. Donc c'est tout un travail pour finalement que le groupe, au moment où il sort son album, que l'album ne sorte pas dans le vide, en fait, qu'il se passe des choses. Et derrière, ce qui fait qu'il y a des dates, et puis qu'il y ait encore des chroniques à venir, et encore des dates. Enfin, c'est plus il y a de presse, plus il y a de dates, plus il y a de dates, plus il y a de presse. Et du coup, ça permet au groupe de durer, en fait, quoi. C'est le développement un peu, quoi. C'est ça, parce qu'un album, ça peut sortir et puis il se passe rien. Et ça va tellement très vite aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de groupes et beaucoup de groupes de qualité que s'il n'y a pas tout ce travail-là de fait, en fait, l'album sort, mais il est vite oublié, quoi, malheureusement. Mais toi, c'est super intéressant ce que tu dis, tu vois, dans le sens où c'est la question que je voulais te poser après, mais en fait, je vais en poser une autre parce que tu as un petit peu répondu. Dans le sens où pourquoi il faut donner de la visibilité à un groupe pour qu'il vende son album ? Est-ce que maintenant, les personnes achètent encore des albums, tu vois ? C'est-à-dire que maintenant, on arrivait aussi dans une conversion par le numérique. J'avais une discussion avec un pote par rapport à ça qui me disait « Bah non, en fait, maintenant, ce qui marche, c'est de démarcher Spotify pour être dans les bonnes playlists. » Est-ce que, du coup, le numérique, ça a un peu changé ta pratique ? Et pareil, toi aussi, par rapport à ça, comment vous êtes un peu approprié le numérique ? Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à la consommation de la musique du spectateur ? Est-ce qu'il va moins, par exemple, en live ? Est-ce qu'il écoute plus chez lui ? Moi, j'ai pas l'impression que ça change. En tout cas, moi, ma partie à moi, je le vois, ça change pas forcément la donne. Ok. Spotify, même pour les albums ? Spotify, Deezer, etc. Ça crée de l'écoute. Et puis, quand on est dans des bonnes playlists, ça crée de la visibilité, etc. Ça, c'est sûr et certain. Mais les gens viennent toujours au concert et les gens, ils achètent tout le temps. Enfin, peut-être parce que je défends des albums rock et que dans ce milieu-là, les gens, ils achètent encore beaucoup de vinyles.
mais clairement, oui, ça vend, quoi. Ouais. Donc, je sais pas. Après, moi, je suis pas une experte dans ce domaine-là de Spotify, etc., parce que pour moi, c'est encore un autre métier, en fait. Ok, ça fait pas partie de la relation presse pour toi de... Non, c'est encore un autre métier d'essayer d'être diffusé dans des playlists de Spotify, Deezer, etc. C'est plus un travail de distributeur en général. Ouais, D'accord, distributeur. D'accord. Distribution numérique. Qui fait la diffusion. Voilà. Le distributeur, c'est la diffusion. C'est ça. Pour aussi rentrer dans des playlists et tout ça, c'est en fonction des personnes qui t'accompagnent, des personnes avec qui tu travailles. Si tu as un distributeur, admettons, qui est vraiment spécialisé dans du rock indé et tout ça, qui a déjà une mainmise énorme sur plusieurs playlists, il va pouvoir passer facilement ton groupe dans les playlists auxquelles avec qui il est pote, quoi, en gros. Et dans tous les cas, c'est vrai que moi je trouve qu'il y a un gros côté, quand on sort un album, à chaque fois il y a un gros côté stratégie, quoi. Ça reste de la grosse stratégie. Que ça soit pour les personnes, pour le groupe, déjà choisir avec qui tu veux travailler, et après la personne avec qui tu travailles, à quelle porte on va toquer pour pouvoir trouver une interview, pour pouvoir trouver un magazine, pour trouver la bonne playlist, pour être diffusé chez le bon disquaire, etc., etc., etc. Et c'est un travail, mais c'est vachement intéressant, hein. C'est très long. C'est très, très, très long. Mais ça reste de la stratégie. Ouais. Bah, c'est un travail d'équipe, en fait. Sur une sortie d'album, tu travailles avec l'attaché de presse, avec le groupe, avec le label, avec le distributeur. Enfin, c'est vraiment une équipe qui est finalement assez dense. Ouais, carrément. Pour que tout le monde mette sa petite pierre à l'édifice et puis que ça commence à prendre. On sème des graines un petit peu partout et puis le travail de tout le monde fait que ça prend là ou là. Et c'est comme ça que ça vient, en fait. Et ça fait beaucoup de monde sur une sortie, en fait. Ouais. On a de la chance aussi à Rennes, il y a les transmusicales. Moi, j'avais aussi d'en parler par rapport... tu as été programmé au transmusicales pendant 2 fois. Est-ce que tu as des groupes, toi, côté programme avec qui tu travailles, qui ont été programmés au transmusicales? Ouais. Cette année, il y avait les Mad Foxes, les Nantais, et puis les Anglais de Tankers the Henge, de cette année. Grande année. Donc voilà, mais oui, ça fait depuis 4-5 ans, j'ai toujours au moins un groupe qui participe aux transmusicales. Et c'est là où je voulais rebondir, c'est qu'on a la chance d'avoir les transmusicales, et les transmusicales, c'est connu un peu pour être l'endroit où les programmateurs et labels viennent pour pouvoir écouter la musique. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore réel? Est-ce que on peut sortir de ce circuit des transmusicales pour trouver le même style de label ou le même niveau de professionnalisme dans les corps de métier qui doivent nous entourer? Sur le moment du festival, ça permet vraiment de mettre la lumière sur le groupe, quoi. Ouais. Toute la presse est là, du monde entier en plus. Enfin, c'est pas que local ou national, c'est toute la presse est là. Tous les labels sont là, tous les tourneurs sont là. Enfin, tout le monde est là. Donc c'est vraiment le rendez-vous pour tous se rencontrer et faire des choses et qu'il se passe des choses et que la lumière est là. Ce qui est dur, c'est justement de faire durer cette lumière après. Ce qui est bien, en fait, c'est de pouvoir continuer à travailler après les transmusicales. Donc, un album qui sort, ce qui fait qu'on va pouvoir garder tous les bienfaits de ce qu'il y a eu au transmusical et continuer le travail. Mais si on est au transmusical une journée, toute la presse est là, les gens parlent de toi, etc., mais que 3-4 mois après, il ne se passe plus rien, je pense que tu es vite oublié, en fait, parce qu'il y a toujours cette chose de dire qu'il y a énormément de groupes, énormément de sorties. Donc il faut trouver le bon dosage et trouver... le jour où tu joues au transmusical, tu ne fais pas que les trans, en fait. Il faut voir l'après pour que ce soit bénéfique, en fait. Enfin, combien de temps, à peu près, en termes de... Quand tu dis après, il faut que ça dure combien de temps? Après ou pendant, quoi. Mais il faut qu'il y ait un album qui arrive dans... Tu joues au trans, je pense que les 3-4 mois après, il faut que tu aies quelque chose à sortir, quoi. Donc il faut penser à tout ça, en fait, en amont. C'est quelque chose qui se voit très vite, en fait. Quand tu fais les transmusicales et comme si tu n'en as pas d'album à défendre ou quelque chose comme ça, et tu vois sur... Parce que les transmusicales, c'est en décembre. Si tu vois qu'à partir du printemps et l'été d'après, il ne se passe pas grand-chose parce que tu n'as pas eu beaucoup de tournées, tu n'as pas de tournées, tu n'as pas beaucoup de festivals, des concerts et tout ça, tu peux te dire, j'ai peut-être raté un coche, tu vois. Et ça se voit beaucoup, ça. Ce cas-là se voit beaucoup. C'est pour ça que, comme tu dis, il faut vraiment toujours... c'est bon pour n'importe quel, on va dire, gros festival, gros tremplin dans un moment dans la vie d'un groupe. C'est vraiment toujours bien préparer un moment pour avoir les retombées qui vont ensuite, quoi. Ouais. J'ai juste envie de faire une petite parenthèse par rapport, tout à l'heure on a parlé du Covid, je trouve que c'est quelque chose qui a été énormément invisibilisé dans le monde de la culture et comment vivent aussi les intermittents, comment ont vécu les intermittents par rapport à ça. Est-ce que vous,
Ça va. Enfin, comment vous en êtes ressorti du Covid? Est-ce que là, vous êtes revenu au point que vous étiez avant le Covid? Est-ce que vous en avez souffert? Bah, tout simplement. Je pense que c'est important d'en parler. Et c'est marrant parce que ça retombe aussi un peu avec les transmusicales. Totalement. On en parlait avant. Bien sûr. Avec Moonrag, on a joué aux transmusicales en décembre. En février, il y a eu le Covid. Donc en fait, on avait tourné en Belgique, en Allemagne. Tout ça, ça s'est annulé. Et donc en fait, là, pour le coup, il y a eu un gros freinage. Et c'est dommage. Parce que s'il n'y avait pas eu ce Covid-là, on serait peut-être pas là aujourd'hui, dans tous les cas. Ça a été aussi un super moment pour la création. Beaucoup d'artistes ont créé, on fait des maquettes, on composé des albums, on fait beaucoup répété pendant cette période. Parce que comme c'était pas possible de sortir chez soi pour faire des concerts, très peu, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu bosses à fond pour justement... Pour garder ce sens. Pour garder ce sens, ouais. Et t'arrives encore plus fort en live. Quand t'arrives en concert, t'es encore plus fort parce que t'es nourri de toute cette période accumulée, justement. Cette période accumulée où t'as réfléchi, où t'as fait mûrir, en fait, ton projet, quoi. Moi, il y a eu une petite période de vide, mais très courte, au tout début du Covid. On devait sortir l'album de Clavicule, notamment Garage is Dead. Donc pendant 3 semaines, on était là. On fait quoi? J'adore leur pochette d'ailleurs, elle est magnifique. Magnifique. Hein. Ah, elle est super belle. Ouais. Donc on s'est vraiment posé la question, on fait quoi? On le sort pas? Et puis bon, il y a eu 2-3 semaines de vide total parce que même la presse, ils étaient tous chez eux en n'ayant aucun logiciel, par exemple de programmation de radio, comme FIP France Inter. Donc il y avait ce temps-là pour que ça s'installe chez eux, qu'ils puissent travailler chez eux, etc. Donc il y avait vraiment, en 2-3 semaines, rien à faire. Donc bon, je me suis reposée, hein, ça fait pas de mal. Et puis finalement, avec certains groupes, on a quand même décidé de sortir les albums parce qu'il y avait de la place dans la presse. Comme toutes les grosses sorties n'étaient pas là. Ah, c'est intéressant. Il y avait de la place et du coup, j'ai quand même eu des choses que j'aurais peut-être pas eu autrement parce que les médias étaient peut-être plus à l'écoute, parce qu'ils se sont peut-être plus dit tiens, mais finalement, les groupes indés, on va peut-être essayer de les défendre un peu. Ils se sont peut-être réveillés, je sais pas trop, parce qu'avec certains, c'est quand même assez compliqué d'avoir des retours. Et voilà, et finalement, il s'est passé beaucoup de choses. Et après, comme tu disais, les groupes ont eu beaucoup de temps pour créer, etc. Moi, j'ai eu plein de groupes qui ont fait des clips, qui ont eu le temps de faire des clips, plein de choses comme ça. Et finalement, ça n'a pas du tout été une période creuse, du tout. Il s'est passé beaucoup de choses parce qu'il y avait de la place. Et moi, j'ai choisi de l'utiliser, cette place-là, plutôt que d'attendre. Parce que de toute façon, plus t'attends, plus il y a embouteillage. Là, on le voit clairement actuellement. Là, il y a un embouteillage. Le printemps, l'automne prochain, ça va être plein de sorties. Donc, comment on fait pour se sortir de ça quand il y a des grosses sorties à côté qui prennent toute la place? Parce qu'ils ont les moyens, ils ont des sous, donc c'est beaucoup plus facile pour eux. Donc, quelque part, je me dis, on a peut-être bien fait. Je sais pas, hein, ça se trouve, ça se serait passé autrement, donc je peux pas savoir, mais on a peut-être bien fait de le faire comme ça, parce que finalement, on a eu des choses qu'on n'aurait pas eu autrement. Mad Foxes, ils ont quand même eu un KEXP, un Jimmy Fallon. Pourquoi? Un Jimmy Fallon? Ouais, un Jimmy Fallon. Mais pourquoi ouf, tout ça s'est fait? Parce que finalement, il n'y avait plus de choses sur scène. Ils proposaient des KEXP at home ou des sessions at home pour Jimmy Fallon. Donc, ils allaient vachement plus vers les groupes étrangers, puisqu'ils leur demandaient plus de venir en Amérique, aux États-Unis. Donc, il y a des petites choses comme ça où je pense que ça s'est fait aussi, et ça se serait peut-être pas fait autrement. Je sais pas, ça se serait peut-être fait. Ouais. Mais je me dis quand même, ça a peut-être aidé aussi à faire tout ça. Comment tu rentres en contact comme ça avec Jimmy Fallon? Parce que c'est quand même... Enfin, tu rentres pas en contact avec lui, hein, je pense pas que tu as son 06. Ah, je rigole. Mais comment tu franchis cette porte, t'envoies un mail, tu relances et t'attends que ça réponde? Alors, Jimmy Fallon, il était pas dans ma liste avant Mad Foxes. Non, c'est un mec qui écoute beaucoup KEXP. Et pour le coup, Mad Foxes était programmé sur cette radio-là, il les a entendus à la radio. Il a chasamé, il a dit je les veux, j'adore. Trop bien. Donc ça s'est passé comme ça, c'est pas, il est venu directement vers nous en fait. Ça c'était comme quoi une chose amène une autre. Ouais, voilà, c'est ça. Puis tout à l'heure on parlait énormément de stratégie, comment vendre les projets, comment les défendre. C'était un beau terme, défendre. Quand on pense énormément à tout ce qui est cette stratégie, est-ce que on n'oublie pas quelque part le processus créatif, ce qui fait la source de la flamme de pourquoi tu crées, tu vois? Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis pas ah bah tiens, il faut qu'on sorte un album, du coup on va faire des morceaux, et pas l'inverse, on fait des morceaux pour après sortir un album? Est-ce que tu vois la différence? Dans tous les cas, il y a toujours un point de commencement, et le point de commencement, c'est quand tu composes.
Ouais, d'accord, c'est pareil. Et la toute fin, c'est quand justement tu veux défendre ton projet, hein, que ce soit en live ou sur une radio, ça, la stratégie, quoi. Mais dans tous les cas, ça reste toujours, tu commences, tu composes, tac, et à la fin, t'as la stratégie. T'as ton disque, il faut le distribuer, tu le donnes au disquaire et tout ça et tout ça. Ça se passe comme ça, ouais. Et pour terminer l'interview, on va faire un instant promo. Si vous avez un petit truc à parler, une petite actualité qui arrive dans pas longtemps, c'est le bon moment d'en parler. Eh ben moi, j'aurais envie de vous parler des 6 ans de These Days, ma boîte. Voilà, pour les 6 ans, je fais une soirée à l'Antipode le 28 avril prochain. Ok. J'avais envie de fêter ça et puis de le fêter ça là-bas parce qu'à l'Antipode, c'est là où tout a un petit peu commencé pour moi. Donc je trouvais c'est important de le faire là-bas. Ouais, c'est une belle boucle. Ouais, avec Mad Foxes et Clavicule. Donc voilà, Ok. le 28 avril prochain, réservez votre place. Nous, avec le frangin, dans Moondrag, on vous prépare un album, un gros album, notre premier album, qui sortira à l'automne prochain. Des clips, des singles, des clips, des singles, Blockbuster, quoi. tout ce qu'il faut. Et donc, ça va envoyer. Ok, bah super. Merci beaucoup. Merci d'avoir joué le jeu d'interview. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de partager, de liker, la clochette, l'abonnement, vous connaissez. On se retrouve sur le Petit René. Salut!